Bonjour à tous. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un problème avec le son? Non, madame. Très bien. S'il y a un problème avec le son, la présentation, ici au bas, d'accord? Parce que la connexion, je sais que la connexion est trop faible. C'est pour ça, j'ai essayé de. Je vais régler quelques paramètres. On vous informe lors d'un problème, madame. Oui? On vous informe lors d'un problème. D'accord, très bien, très bien. Donc, on commence. Je vais partager avec vous la diapo de PowerPoint. J'ai une idée, pas plus. Hein. Je commence avec l'explication. Normalement, vous avez le premier cours, ce forme PDF. C'est bon, vous avez tous normalement le premier cours. Oui. Prélèvement sanguin, très bien. Si vous avez des questions, de préférence, la dernière minute de la séance, 10 minutes. Si vous avez des questions, posez vos questions, pas de problème. D'accord? Oui, c'est mieux. Oui. Très bien. Parce qu'on est à la présentation online, ça prend un peu le temps. On n'est pas exactement. Normalement, vous avez lu le PDF, le premier chapitre, avant la présentation. Sinon, on va au champ. Concernant l'acceptation des paramètres, normalement, j'ai activé l'accès rapide. Parce que des rangements, à chaque fois, on a accepté les invitants. D'accord, c'est bon. Nous avons le lien. Nous avons. Normalement, il y a 28 étudiants. D'accord, on commence. Le lien, nous avons. Oui. Parce que j'ai activé l'option l'accès rapide. L'accès rapide, أي واحد يقدر يفوت la réunion, تفوت في l'accès rapide sans demander la permission. بس عندي مشكل problème دوكا يخرج لي à chaque fois message pour accepter les invitants. C'est pour ça nous de préférence avant de commencer le cours. De préférence, تبعتي les adresses mail de tous les étudiants. إذا قدرتي يا نزهة. D'accord, madame. oui. La prochaine fois, la prochaine fois, Nuzha. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce qu'à chaque fois, ils sont des messages pour accepter les invités. Pour éviter le problème, on a fait comme invitation à tous les étudiants en même temps. À chaque fois, dis-nous le message. On a fait les paramètres. Oui, d'accord. Oui. J'ai quelques problèmes avec le réglage. Nuzha. Madame الصوت راه يتقطع. مادام راكي سمعتيها. Oui, oui. C'est bon, on commence. مادام سمعتيها. Oui. Ça y est, on commence. Très bien. Normalement, Oui, madame. Oui, je partage Oui, madame, on commence. C'est bon, je partage le fichier PDF. Oui. Tout clair, c'est bon. On commence avec la présentation.
On commence avec le premier cours de modèle analyse biochimique médicale. Avant de commencer avec le cours de prélèvement sanguin, je vais parler un peu sur le cours analyse biochimique médicale, quel que soit l'objectif, les différents chapitres. Mais vous allez trouver toutes les informations sur la plateforme Moodle. Normalement, les bacs le lien à le... Oh là là, il y a un problème. Hein? Participation. Pardonnez-moi. On commence avec la séance. Pardonnez-moi. Aucun problème de réglage. C'est bon. D'abord, l'analyse, la matière pour le module analyse biochimique médicale. L'objectif ou le but essentiel de ce module est d'apprendre les principes de l'expérimentation au niveau d'un laboratoire de biochimie. C'est l'objectif de cette matière. Ce module s'organise en 3 chapitres essentiels. Vous avez normalement 3 chapitres essentiels. Le premier chapitre traite le prélèvement d'échantillons sanguins. Le chapitre se déroule en 2 cours à 3. Deuxième chapitre, c'est le chapitre qui présente la science transfusionnelle, la transfusion, le groupage sanguin, les tests de Comps, etc. Se déroule aussi presque 3 à 4 cours. Le dernier chapitre décrit quelques techniques analytiques de laboratoire relevant de la biochimie. Par exemple, on va voir dans ce chapitre, 3e chapitre, le dosage de la glycémie, le dosage de cholestérol, le bilan lipidique, le bilan hépatique, quelques bilans hormonaux, etc. On commence avec le premier chapitre. Le chapitre s'intitule « Appliquer les notions et les principes théoriques lors de la mise en œuvre de la procédure de prélèvement d'échantillons sanguins ». Dans ce chapitre, nous nous intéressons pas plus particulièrement sur l'échantillon, les prélèvements d'échantillons sanguins, le sang. C'est par les urines, c'est par le LCR, il y a des différents échantillons prélevés. Dans le chapitre, nous nous intéresserons pas plus particulièrement sur le prélèvement d'échantillons sanguins. On va parler un peu, une petite introduction sur le premier chapitre. Pour faire, par exemple, pour doser la glycémie, le glucose, pour faire le bilan lipidique, par exemple, pour doser le cholestérol, il faut passer par 3 étapes, ce qu'on appelle le processus analytique. Les amis, il faut faire 3 étapes. Les 3 étapes, ça se commence par, le processus analytique se commence par une phase pré-analytique, puis une phase analytique, et enfin la phase... Oui. Madame, Madame الحصة سجلي la science. Pardonnez-moi. Oui. لازم تديري لها. Oui, أنا عارفة نزهة. Oui. راهي بالاحمر مكتوبه بالفرنسي ريكورد. Oui. بالعربيه تسجيل. D'accord. ايه باش تسجل الحصه نقدروا اللي ما حضرش ولا اللي فاتته حاجه D'accord. وي مدام. Madame, معليش تخلي l'écran كيما هكا. نخليكم l'écran comme ça? Oui, c'est mieux. Ça fait des animations parce que fait des photos, etc. D'accord, معليش. L'accélérateur. Oui.
l'hépatite B. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes في la présentation? Oui. Oui, exactement. راهو تم التسجيل راهو تم التسجيل. On commence. نبدأ من هنا le premier chapitre. C'est bon? Oui. Oui. Très bien. J'ai dit que quel que soit le dosage, quel que soit le dosage, si vous voulez par exemple de doser la glycémie, de faire un bilan lipidique, etc. Maintenant, il faut passer par trois étapes, ce qu'on appelle le processus analytique. L'analyse se déroule dans trois étapes. La première étape, c'est la phase pré-analytique. La deuxième étape, suivie par une phase analytique. La dernière phase, c'est la phase post-analytique. La phase, par exemple, la phase pré-analytique se contient, on va voir c'est quoi la phase pré-analytique, le prélèvement, la prescription, etc. La phase analytique, c'est l'analyse, le dosage, proprement dit. Et la phase post-analytique, c'est la validation des résultats, valider les résultats soit par biologiste ou médecin. Et puis, vous obtenez le résultat et envoyez le résultat au médecin prescripteur. Il y a une remarque très importante. Plus de 2/3 des erreurs répertoriées dans les laboratoires d'analyse biologique sont des erreurs qui se produisent durant la phase pré-analytique. Puis la phase pré-analytique est avant l'analyse, durant le prélèvement. Il y a plusieurs erreurs. Les erreurs vont s'interférer sur le résultat obtenu. C'est-à-dire, le résultat obtenu, par exemple la glycémie, après de doser la glycémie, vous avez obtenu par exemple une hyperglycémie, c'est-à-dire un diabétique, peut-être, vraiment cette malade, elle est diabétique, peut-être non. Parce qu'il y a des erreurs qui sont faites pendant la phase pré-analytique. C'est pour ça, dans ce chapitre, on va voir cette phase en détail, la phase pré-analytique, avant de faire l'analyse. Le premier chapitre traite la phase pré-analytique qui est une étape déterminante pour la qualité des résultats des examens de biologie moléculaire. C'est-à-dire, si vous voulez obtenir des résultats de qualité, résultats fiables, il faut maîtriser bien la phase pré-analytique dans sa totalité. La phase pré-analytique se contient quoi? Il y a des différentes étapes avec la phase. La première étape est à préparer le patient. La deuxième étape, préparation du matériel. La troisième étape, l'acte de prélèvement. L'étape suivante, c'est la conservation de l'échantillon. Et la dernière étape, le transfert, ou parfois le transport de prélèvement jusqu'au lieu de le laboratoire de l'analyse. Donc, si vous avez fait un prélèvement de qualité, vous obtenez des résultats, si vous avez fait des prélèvements de qualité, vous avez fait des analyses fiables, des résultats fiables, ce qui est un diagnostic précis et ce qui permet un traitement ciblé ou thérapeutique adapté. C'est-à-dire, si vous avez fait des erreurs pendant la première phase, pendant la première étape, il y a l'étape de prélèvement, préparation des patients, préparation des matériels, transfert, conservation de l'échantillon privé, il y a des résultats perturbés. Ou le résultat perturbé peut causer des diagnostics, des faux diagnostics. Et ça n'aide pas à un thérapeutique, un traitement ciblé. L'objectif de ce chapitre, le premier objectif de ce chapitre, aider les biologistes à se familiariser rapidement avec la technique,
à éviter les fautes inutiles. Deuxième objectif, connaître et comprendre les différents types de prélèvements sanguins. Le prélèvement sanguin de sang veineux, oui, le prélèvement capillaire, oui, oui. هذا الكتيبه اللي تكون في لي كوتي راهي ما تبانش نقصي شويه في الزون تاع الكرون. C'est impossible là. ما تبانكمش الكتيبه؟ ما تبانش في الكوتي خاص. اللي في الكوتي ماهيش تبان. مادام راكي مفعلة السكرينة الشاشة. وي وي الشاشة افتحي لنا الشاشة تاعك على الدرس. وي وي دوك نعاود نبارطاجي ايه ما افتحي الشاشة على الدرس اللي راكي ديري سكرين هي. داكور. De cette façon, c'est bon? Non, pas encore, مازال ما جاش l'écran مدام. مازال كاينه غير ليماج تاعك مازال مع الاسم تاعك السكرين مازال ما تفتحش. c'est bon? اي تخرج لنا باللي راكي مادام شاهد سكرين بصح ليماج ما كان. Ne partage pas? Oui, c'est bon, madame. Normalement, est bien. C'est bon, madame. Ça y est? Oui. Oui. Et même les côtés du diapo. Oui, madame. C'est bon? Oui. مادام انا ما خرج لي والو. لا مادام خارجه نورمال الكوتي. عندك بروبليم شكون نزهه ولا مانيش عارفه اللي عندها بروبليم بتتر بروبليم في لافيشاج عندك انتيا لي زوطو. يخرجك لي مدام يخرجك لي لوبجيكتيف دو سو شابيتر. وي وي سي بون تري بيان. سي بون. Donc, les objectifs du premier chapitre, donner les informations nécessaires aux biologistes pour qu'ils s'effectuent les prélèvements biologiques dans les meilleures conditions, connaître les sites de ponction et les facteurs à considérer dans le choix, connaître l'ordre d'utilisation des types et améliorer surtout la qualité des examens de laboratoire et de réduire les erreurs qui peuvent survenir pendant et après le prélèvement, c'est-à-dire les erreurs pendant la phase préanalytique. On commence avec le prélèvement de sang veineux, parce qu'il y a des prélèvements de sang veineux. On va voir aussi le prélèvement capillaire et le prélèvement du sang artériel. Il y en a 3 prélèvements sanguins. Prélèvement de sang veineux, capillaire et le prélèvement de sang artériel. On commence avec le prélèvement de sang veineux. Une petite définition, c'est le prélèvement de sang veineux, c'est-à-dire de recueillir un échantillon de sang d'une veine superficielle. Une veine, c'est pas artère. Dans un ou plusieurs types envie d'être examinés au laboratoire. Donc, presque toutes les analyses, quel que soit le bilan demandé, toujours, il faut faire un prélèvement de sang veineux. Ce n'est pas un sang artériel. Le sang artériel, on fait le prélèvement de sang artériel pour, par exemple, les analyses de gaz de sang, le pH. Il y a quelques analyses, pas plus. Toutes les analyses, quelles que soient les analyses biochimiques, hématologiques, les analyses sérologiques, inflammatoires, on dit au prélèvement de sang veineux. L'indication, pourquoi faire ce prélèvement? Pour dépister troubles biologiques, confirmer un diagnostic médical, surveiller l'évolution d'une maladie ou surveiller l'efficacité d'un traitement. C'est l'objectif de faire un prélèvement de sang veineux. Maintenant, on commence avec les détails
comment faire, comment maîtriser pardon, la phase pré-analytique. La phase pré-analytique, il y a la phase avant l'analyse, avant de faire l'analyse. Il faut maîtriser bien la phase pré-analytique. On commence avec la préparation du patient. On sait que de nombreux facteurs sont susceptibles de modifier le résultat obtenu. Par exemple, il y a des facteurs qui vont le résultat obtenu comme l'âge, le sexe, la grossesse, les conditions alimentaires. L'âge, par exemple, le dosage de la glycémie chez un nourrisson, c'est pas comme chez un adulte. Donc, il y a quelques facteurs qui peuvent modifier le résultat obtenu. Mais il y a des autres facteurs, comme la prise des médicaments, l'heure de prélèvement, le jeûne, le stress, la position de malade. Donc, il y a des autres facteurs qui peuvent perturber les résultats des analyses. C'est pour ça il faut informer et préparer les patients avant le prélèvement. Avant de dire le prélèvement, il faut informer, donner quelques informations aux patients avant de faire le prélèvement. On va voir les informations fournies aux patients avant le prélèvement des échantillons sanguins. Si on a les informations, on a durant les 24 heures avant le prélèvement. C'est le patient avant le prélèvement 24 heures. Éviter les activités physiques intenses. Il faut éviter les activités physiques intenses. La vieille au soir, après 20 heures, la vieille au soir, le prélèvement, ne mangez plus. Il faut prendre un repas léger. Ne buvez plus de boissons alcoolisées ou le soda, mais vous pouvez boire de l'eau. La troisième condition, l'information, le matin de prélèvement. Ne prenez pas de petit déjeuner, y compris le café, ne fumez pas, mais vous pouvez boire de l'eau. La dernière information, durant les 10 à 15 minutes avant le prélèvement, restez assis et relaxez-vous. Ne pas stressé. Pas de stress et restez assis. Restez assis, c'est-à-dire ne changez pas la position. Et dès que le patient est assis, et la position assise ou la position allongée, l'essentiel, il ne faut pas changer la position. Pourquoi? On va voir. On va voir chaque information, pourquoi ne mangez plus. Pourquoi ne buvez plus de boissons alcoolisées, le soda, pas de petit déjeuner, ne fumez pas. Toutes ces informations, on va voir les explications de chaque information fournie au patient. On commence avec ce qu'on appelle les conditions de réalisation d'un prélèvement acceptable. Un prélèvement acceptable. On commence avec le jeûne, être à jeun. L'absence de toute, être à jeun, c'est-à-dire l'absence de toute prise alimentaire dans les heures qui précèdent le prélèvement. Presque 2 heures. Il y a être à jeun de 10 heures à 2 heures. Il y a 2 heures où le patient saigne. Pourquoi? Voilà, il faut être à jeun avant le prélèvement. Le premier c'est parce qu'il y a certains dosages variant après l'ingestion d'aliments. Par exemple, après prendre un repas de dîner ou le petit déjeuner, il y a quelques analyses, quelques macromolécules, molécules vont augmenter. Par exemple, la concentration de triglycérides s'augmente par 50%. Les transaminases aussi, la bilirubine, les phosphates, le glucose, le potassium, l'albumine, le calcium, l'urée, le sodium, etc. Donc, les perturbations et les résultats obtenus, ce n'est pas à cause d'une pathologie ou de la maladie. Il y a, par exemple, un patient, ce sera le hyperglycémie, par exemple, hyperglycémie, c'est à cause du diabète. Mais peut-être le résultat de l'hyperglycémie, ce n'est pas à cause du diabète, mais
c'est à cause de prendre petit déjeuner avant le prélèvement. Deuxième chose, la qualité du sérum. Si vous, le patient, il n'est pas à jeun, la qualité du sérum ou du plasma est modifiée après le repas. Ce qu'on appelle le sérum au palisson ou lactisson. Et il y a une augmentation de la viscosité du sérum. Voilà le sérum lactisson, voilà au palisson. Alors, le sérum normal, le sérum d'un patient à jeun. Mais le 3-TDC, c'est le sérum obtenu après un prélèvement, le sérum au palisson ou au lactisson. Le sérum au palisson ou au lactisson, c'est-à-dire une concentration anormalement élevée des lipides dans le sang. Une lipinée, ce qu'on appelle lipinée, c'est l'augmentation anormale des lipides dans le sang, peut fausser les résultats d'analyse. C'est-à-dire il y a une perturbation du bilan lipidique, puis la vitesse de sédimentation, le VS, le bilan inflammatoire, aussi le dosage immunologique peut perturber. Donc il faut éviter les repas ou être à jeun pendant 2 heures. Troisième chose, les valeurs de référence ont été établies chez les sujets à jeun. Par exemple, vous avez fait la glycémie, le taux de glucose dans le sang d'un patient n'est pas à jeun. Le résultat obtenu par la glycémie, le résultat est-ce que le résultat est normal ou non? Là, il faut faire une étude comparative et les valeurs de référence. Les valeurs de référence, par exemple, la glycémie est normale entre 0,7 g par litre et ne dépasse pas 1,10 g. Il y a les valeurs de référence. Les valeurs de référence ont été établies chez des sujets à jeun, des sujets sains à jeun. Les sujets qui n'est pas à jeun. Donc, c'est pour ça on ne peut pas faire un prélèvement des patients et qui a pris un repas, on compare les résultats avec les valeurs de référence. On ne peut pas faire la comparaison. Troisième ou le quatrième point, pas de petit déjeuner, pas de café. Pourquoi le café? Parce que le café peut causer plusieurs perturbations. Par exemple, le café peut inhiber la phosphodiesterase. La phosphodiesterase, ce qui ralentit la dégradation de l'AMP cyclique, l'accumulation par AMP cyclique, cela favorise la glycogénolyse. Ou ça induit à l'hyperglycémie. يعني واحد إذا شرب le café avant le prélèvement du sang peut être provoqué par l'hyperglycémie. Deuxième problème de prendre le café avant le prélèvement, c'est l'augmentation de la sécrétion de l'adrénaline. L'adrénaline, ce sont des catécholamines. Et aussi peut causer l'augmentation de glucose sanguine. Les glucoses sanguines, c'est-à-dire une hyperglycémie. Troisième problème, va activer aussi le café, va activer la triglycéridlipase, ce qui induit à l'augmentation des concentrations des acides gras libres, le taux des acides gras plasmatiques. Il y a autre problème qui peut provoquer par la caféine, c'est l'augmentation de l'arénine plasmatique, ce qu'on appelle PRA. PRA ou le dosage de l'arénine plasmatique. Peut-être l'augmentation de l'arénine plasmatique, ce n'est pas un problème pathologique, c'est à cause de problème pathologique ou une maladie, mais peut-être le patient avait après un café avant le prélèvement. Donc, évitez de prendre le café avant le prélèvement. Deuxième point, c'est le jeûne indispensable. Si votre prescription comporte l'une des analyses suivantes, comme la glycémie, le dosage de l'insuline, l'HGPO, le bilan lipidique, le bilan de calcium, l'hémocystine, la gastrine, le bilan phyrique, le folate, l'albumine, la prolactine, le patient laisse être à jeun indispensable.
indispensable, c'est-à-dire strict. لازم يكون agent pendant 2 heures. Mais il y a le jeûne souhaitable. Le jeûne souhaitable, c'est-à-dire n'est pas obligatoire ni recommandé. Là, pour quelques analyses, comme l'ionogramme, le dosage de sodium, le potassium, le chlore, comme la vitesse de sédimentation, comme le FNS, comme lié à la protéine, le dosage de l'œillet, les cria, l'acide urique, le jeûne souhaitable ou le jeûne recommandé. Pour les autres analyses, il n'est pas nécessaire d'être agent, mais faites attention. Il y a des analyses, il n'est pas nécessaire d'être agent, mais faites attention, il faut éviter les périodes postprandiales, il y a les périodes 3 heures à 4 heures après le repas. Car un sérum lactissant peut fausser les résultats ou perturber le fonctionnement des appareils d'analyse. Même le bilan ou l'analyse, c'est pas obligatoire d'être agent, il faut éviter la période postprandiale, la période après le repas, c'est-à-dire la période presque 3 heures à 4 heures. Deuxième condition de réalisation, l'heure de prélèvement. Toujours les prises de sang s'effectuent entre 7h et 9h du matin. Pourquoi? Pourquoi cette période? Entre 7h et 9h. Après une période de jeûne de 2 heures avant toute prise de médicaments, bien sûr, par le patient. Le respect de l'heure, parce que les valeurs de référence ont été établies à jeun et élevées au matin. Les valeurs de référence, par exemple pour la glycémie, la valeur normale de la glycémie, le taux de glucose dans le sang, c'est entre 0,7 et 1,10. Qui fait avec la valeur, parce que un bilan, la glycémie, à partir des patients à jeun et au matin. C'est le premier point. Deuxième point, parce qu'il y a certains paramètres qui ne sont pas modifiés par les repas, mais leur taux varie fortement selon l'heure de prélèvement. Il y a des paramètres, mais ça ne le repas, non. Mais ça l'heure de prélèvement. Certains prélèvements doivent être effectués le matin. Ce n'est pas le soir, ce n'est pas l'après-midi. Et parfois à heure précise, car ces paramètres suivent variant naturellement en cours de journée, ce qu'on appelle le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est... Le rythme circadien, les paramètres, ils ont un rythme circadien, ce qu'on appelle le phénomène biologique ou le rythme biologique, qui se répète à l'intervalle régulier, donne le temps pendant 24 heures, comme le rythme de sommeil, pulsation cardiaque, rythme repas-digestion, système hormonal. Par exemple, voilà le rythme circadien, ou ce qu'on appelle l'horloge biologique. Par exemple, la mélatonine est normale, toujours la mélatonine se suit un rythme circadien. Le taux de mélatonine s'augmente presque à 21h. Et là, ça baisse à 7h30, entre 6h à 7h. Le cortisol, non. Le cortisol, par exemple, si on veut doser le cortisol s'augmente entre 16h et 9h. Voilà, 7h et 9h. Et avec le temps, il y a la sécrétion de cortisol cesse. Donc, l'heure de prélèvement. Il y a quelques analyses suivent l'heure de prélèvement et le rythme circadien. Par exemple, les analyses qui suivent le rythme circadien, la CTH, la concentration maximale le matin, donc de préférence de doser la CTH le matin, l'aldostérone, le cortisol, la concentration maximale le matin,
Mais il y a une exception chez les sujets qui travaillent في nuit, les عندهم les gardes de nuit. Ça sera inversement la concentration de cortisol. La concentration maximale pendant la nuit. Ce n'est pas le matin. Voilà la variation du cortisol plasmatique. L'augmentation du cortisol entre 16h et 9h. Donc, il faut doser le cortisol entre 16h ou 7h à 9h. Ne dépasse pas 9h. Il y a le bilan thyroïdien, le TSH aussi. Il y a des autres hormones. Il faut faire la prise de sang le matin et pas à autre heure, l'après-midi ou le soir. Parmi les conditions de réalisation d'un prélèvement acceptable aussi, le traitement. Le traitement, un grand nombre de médicaments influencent les résultats des analyses biologiques. Ces médicaments soit parlent de façon directe par un mécanisme métabolique, soit indirectement par les interférences qu'ils provoquent pendant le dosage. Dans certains cas, il sera préférable de réaliser le prélèvement soit avant le traitement, avant de commencer le traitement, soit après une période qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, après l'arrêt du traitement. Et maintenant, le dosage, il faut informer le patient. Et quand le patient a un traitement, des médicaments, soit dès le dosage, par exemple, le dosage lipidique, avant de commencer le traitement, soit après d'arrêter le traitement, ce qu'on appelle fenêtre thérapeutique. Et pas de faire aussi le prélèvement au patient recevant une perfusion. S'il y a le patient, par exemple, perfusé par des nutriments glycidiques, par des nutriments lipidiques, par la chimiothérapie, il est interdit de faire le prélèvement parce que ça sera perturbation et les résultats. Vous avez là, il y a quelques exemples sur les interférences médicamenteuses sur quelques paramètres ou quelques molécules à doser. Par exemple, parmi les médicaments là, la prise de l'anti-épileptique, la prise de l'hypolipémion, la prise de contraceptifs oraux, etc. Les médicaments vont interférer le résultat de TGO-TGP. Et quand le patient, ce traitement, les anti-épileptiques, les hypolipémions, les contraceptifs oraux, il y a peut-être une augmentation du TGO-TGP. Faites attention. Deuxième, par exemple, l'autre exemple, la prise de corticoïdes. Et quand le patient se traitement par les corticoïdes, il peut influencer sur la glycémie ou l'hyperglycémie. Le patient après un traitement par les corticoïdes. Il y a des autres, par exemple, les AAS. Il y a AAS avant le glucose, la vitesse de sédimentation. Et quand le patient sous traitement de l'AAS, l'AAS c'est l'aspirine. L'AINS c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antalgiques, les contre-douleurs, les antipyrétiques contre la fièvre. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. L'AAS c'est les aspirines. Et quand le patient ce traitement par les anti-inflammatoires ou l'aspirine peut s'interférer sur la vitesse de sédimentation, ça sera fait un abaissement. La vitesse, le résultat s'abaisse. Donc, il faut éviter de faire le prélèvement si le patient est sous traitement par certains médicaments. Troisième ou quatrième condition de réalisation d'un prélèvement acceptable, c'est l'influence de la position des patients. Comment influencer la position de patient et l'activité physique sur les analyses, les résultats des analyses. On commence avec la position. La position pendant le prélèvement. La position pendant le prélèvement.
c'est-à-dire le changement de la position. Il a qu'un assis, la position assise va changer la position, par exemple, allongée à la position assise, etc. Le changement de la position, parce que lorsqu'un patient couché se lève ou s'assoit, Hadi s'induit à quoi? À l'augmentation de sa pression de filtration, favorise le passage des liquides et des molécules de faible poids moléculaire à travers la paroi des capillaires vers le compartiment extravasculaire. Les changements de la position s'induit quoi? Ou la provoque quoi? Provoque le passage de liquide. Quand des liquides intravasculaires se passent avec les molécules de faible poids moléculaire à travers la paroi des capillaires vers les compartiments extracellulaires. C'est ce qui provoque une fausse augmentation. Après la sortie de liquide, ce sera une fausse augmentation de l'analyte de quelques molécules, surtout les molécules de poids moléculaire grande. Le phénomène, il s'appelle l'hémoconcentration. L'hémoconcentration. C'est à cause du changement de la position. Donc, l'hémoconcentration, l'augmentation artificielle de la concentration de plusieurs analytes, comme les érythrocytes, les globules rouges, comme le cholestérol, l'albumine, parce que le cholestérol, l'albumine, ce sont des molécules de plus gros poids moléculaire. C'est pour ça que je photo à l'extérieur vers le compartiment extravasculaire. Donc, il y a une fausse augmentation, ce n'est pas une augmentation à cause d'une pathologie. Donc, faites attention, le patient ne change pas la position pendant 10 minutes. Il a quand fait la position couchée, les élèves pas fait position couchée pendant 10 minutes ou là 15 minutes, juste pour faire le prélèvement, après le prélèvement, il y a la position, pas de problème. Aussi l'influence de l'activité physique. Certaines analyses nécessitent l'absence d'efforts physiques précédant le prélèvement, notamment pour le dosage de lactate, la créatinine, le cortisol, la prolactine, le TGO. Le TGO, c'est la transaminase, glutamate oxaloacétase, transaminase. L'enzyme se trouve en quantité importante dans les muscles, le foie, etc. Il sera augmentation de ces analytes, surtout après un effort physique intense. C'est pour ça qu'il faut informer le patient d'éviter les efforts physiques intenses avant le prélèvement. Le tabagisme aussi, il induit à quoi? À une augmentation des concentrations plasmatiques des acides gras, l'adrénaline, l'aldostérone, le cortisol, les métaux lourds, etc. Donc, il faut éviter le tabac avant le prélèvement. Le stress aussi, il faut informer le patient n'est pas stressé parce qu'il provoque spécifiquement la sécrétion d'hormones comme l'aldostérone, la rhénine, la vasopressine, le cortisol, mais le stress induit aussi l'élévation de la concentration de l'albumine, la fibrinogène, le glucose, le lactate, le cholestérol sont également observés, sont également élevés. Donc, pour faire un prélèvement acceptable, il faut, durant les 24 heures avant le prélèvement, éviter les activités physiques intenses. La veille au soir, après 20 heures, ne mangez plus un repas léger. Ne buvez plus des boissons alcoolisées, au soda, au jus, etc. Mais vous pouvez boire de l'eau. Le matin de prélèvement, ne prenez pas de petit déjeuner, pas de café, ne fumez pas. Durant les 10 à 15 minutes avant le prélèvement, restez assis, relaxez-vous. Et enfin, le prélèvement, ça se fait entre 7 heures à 9 heures du matin.
et informer le patient d'arrêter le médicament avant le prélèvement. Les différents centres. Maintenant, on passe à deuxième type, après les conditions. Les conditions favorables pour faire un prélèvement acceptable. Deuxième point, la différence entre plasma et sérum. Si vous avez fait le prélèvement, on obtient deux choses, soit plasma, soit sérum. Le plasma, pour préparer le plasma, si vous avez pris le sang total, et vous avez ajouté un anticoagulant, après la centrifugation, vous avez obtenu le plasma, c'est le surnageant, et le kilo se forme des cellules sanguines. Le plasma est plus simple, il est plus rapide à obtenir. Il est théoriquement, normalement, est égal au sang non coagulé. C'est ça le plasma. Le plasma, c'est le sang non coagulé. Représenter le sang non coagulé. Alors que le sérum, normalement, l'obtention de sérum est à partir de sang total sans l'ajout de l'anticoagulant. Après la prise de sang, là, on laisse le type pendant 30 minutes à 1 heure. Là, ça se fait quoi? La coagulation. Après la coagulation, il y a une formation de coagulant. Après la centrifugation, on obtient le sérum et le particulo ou le coagulant. Donc, si on ajoute l'anticoagulant, on obtient le plasma après la centrifugation. Si on n'ajoute pas l'anticoagulant, on obtient le sérum après la centrifugation. C'est ça la différence entre le sérum et le plasma. Le sérum ne contenant pas de fibrinogène. Le fibrinogène est la molécule qui induise ou qui provoque la coagulation. C'est ça la fibrinogène. Et la concentration de glucose est donc abaissée dans le sérum par rapport au plasma. Et le sérum se diffère du plasma, nous ne contenons pas de fibrinogène et contient une concentration faible de glucose. Parce que ça sera la consommation de glucose pendant la coagulation. Donc, certains composés sont produits ou libérés dans le sérum durant la coagulation, par exemple le potassium, le lactate, le phosphate. Leur concentration est donc augmentée dans le sérum par rapport au plasma. C'est ça la différence entre plasma et sérum. Donc, après un prélèvement sanguin, là, vous avez le sang natif. Le sang natif est là, soit photophytique avec additif, soit, dans un type sans additif. Si vous avez ajouté un additif ou un anticoagulant, le type de l'anticoagulant, là, vous obtenez un sang anticoagulé, un sang non coagulé. Après la centrifugation, vous obtenez le plasma. Mais si vous avez fait pas la centrifugation, vous obtenez le sang total, non coagulé. Il y a autre additif aussi, l'activateur, ce qu'on appelle l'activateur de coagulation, qui est l'anticoagulant. Il y a autre additif, l'activateur de coagulation. L'activateur de coagulation a permis de quoi? De faire la coagulation rapide. C'est pas de stopper la coagulation, mais de provoquer une coagulation rapide. Donc, après l'ajout de l'activateur de coagulation au sang natif, là, il y a une rapidité dans le processus de coagulation et après la centrifugation, on obtient le sérum. Soit on peut obtenir le sérum sans ajouter
l'activateur de coagulation. Parce que ça prend le chemin, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire, n'ajoute pas l'activateur de coagulation en absence de l'anticoagulant, le type sec. Le type ne contient, quel que soit, ni les anticoagulants, ni l'activateur de coagulation. Après 30 minutes ou 1 heure, ça sera le déclenchement de la coagulation naturellement. Il y a le sang coagulé, mais le sang coagulé lentement, où ça donne après la centrifugation le sérum. Donc, on peut préparer le sérum soit lentement, soit rapidement par l'ajout de l'activateur de coagulation. Maintenant, on passe les différents types des additifs utilisés pour préparer le plasma ou le sérum. Pour préparer le sérum ou le plasma, il y a quelques additifs utilisés. Les anticoagulants. Il y a deuxième additif, c'est l'activateur de la coagulation ou avec un gel séparateur. Troisième, c'est le type 7, sans activateur, sans gel et sans anticoagulants. On commence avec les anticoagulants. On commence avec le premier point, les anticoagulants. Pourquoi il faut ajouter l'anticoagulant à certains types? Avant de passer les différents types des anticoagulants comme le DTA, l'héparine, le citrate, il y a plusieurs réactifs utilisés pour stopper ou pour arrêter l'anticoagulant. Il faut parler un peu sur le phénomène l'hémostase. Parce qu'il y a une relation entre l'hémostase, les phénomènes de coagulation, l'hémostase, et les réactifs, les anticoagulants. Il faut d'avoir une petite information sur l'hémostase. L'hémostase est ensemble des mécanismes assurent l'arrêt de saignement ou l'hémorragie en cas d'une rupture, une brèche de la paroi vasculaire, c'est-à-dire par la formation d'un caillot. C'est-à-dire, s'il y a une brèche vasculaire, se déclenche l'hémostase pour stopper le saignement, l'hémorragie de cette vaisseau sanguin. Comment? Par l'activation des plaquettes et par l'activation des facteurs de coagulation. Et enfin, ça induit quoi? À la formation de thrombus fibrinoplactaire, le clou plactaire. Le clou plactaire pour stopper, pour arrêter l'hémorragie. Le phénomène de l'hémostase, il y a l'hémostase primaire et l'hémostase secondaire. S'il y a la plaie vasculaire, il y a une adhésion des plaquettes aux brèches, aux plaies vasculaires, une formation, une agrégation plactaire réversible, un clou plactaire pour arrêter le saignement. En même temps, il y a déclenchement des deux voies de coagulation. Naturellement, la coagulation se fait naturellement. Il y a déclenchement de deux voies de coagulation, soit le voie endogène, soit le voie exogène. Le voie endogène, au niveau de la voie endogène, il y a une activation des facteurs 12. Le voie exogène, il y a les libérations des facteurs tissulaires. Les deux voies, ça aide à quoi? À la formation des fibrines. Le rôle de l'activation des facteurs de coagulation ici pour former la fibrine. La production des fibrines à partir de fibrinogènes. Normalement, le vaisseau capillaire, le vaisseau sanguin, il n'y a pas de fibrine, c'est l'état normal. En absence de plaie vasculaire, en absence d'une brèche vasculaire, il n'y a pas de fibrine, mais il y a la fibrinogène. لما تصرى la plaie vasculaire ou la brèche vasculaire, ça sera une activation de l'hémostase pour arrêter le saignement ou l'hémorragie. L'activation de la coagulation par
la formation, la production de la fibrine à partir de fibrinogènes. C'est à grâce quoi? De la thrombine. La thrombine va provoquer la formation de fibrine à partir de fibrinogènes. Donc, la fibrine et le club lactaire formaient les deux former une agrégation lactaire irréversible ou ce qu'on appelle le caillot. Et cette caillot ici va aider ou va stopper l'hémorragie ou le saignement. Là, le voie endogène et le voie exogène. Les deux voies. Pendant les deux voies de l'activation des facteurs de coagulation, il y a plusieurs facteurs activés. Quand le voie, par exemple, le voie intrinsèque, le voie endogène, ça commence par le facteur 12. Il y a une cascade d'activation de plusieurs enzymes et aussi le voie extrinsèque ou le voie exogène. Il y a une cascade d'activation des différents facteurs comme le facteur 7 jusqu'à l'activation de prothrombine. Voilà, le prothrombine ou l'enzyme de thrombine inactivée. L'activation de prothrombine à thrombine activée, il y a une formation ou la production de fibrine à partir de fibrinogènes. Et la fibrine se lie avec le club lactaire, l'agrégation lactaire, et former un caillot sanguin ou ce qu'on appelle agrégation lactaire irréversible. Le cascade d'activation des différents facteurs se réalise en présence de calcium. Le cofacteur calcium, c'est obligatoire. Qui m'écoute le calcium avec les facteurs de coagulation, la coagulation. Donc, ça sera un saignement. Donc, en général, grosso modo, généralité, c'est l'hémostase ou la coagulation naturelle. La coagulation naturelle. Pourquoi on a vu la coagulation naturelle? Parce que nous avons quelques informations pour comprendre bien l'action de chaque anticoagulant ajouté dans les types de prélèvement. Par exemple, on commence avec l'anticoagulant, le DTA. Le DTA, le tube est un type violet, comme ça. Le tube est comme le bouchon de couleur violet. La concentration de l'EDTA, le réactif EDTA, c'est un anticoagulant ajouté au tube à concentration 1 à 2 mg par millilitre de sang. Ne dépasse pas 2 mg. Faites attention, hein. Ne dépasse pas 2 mg par millilitre. Parce que si vous avez dépassé la concentration de 2 mg, la concentration de l'EDTA dépasse 2 mg par millilitre, les pouvant servir ou pouvant provoquer les rétrécissements des cellules sanguines. Ça sera le rétrécissement inclinage. Donc, par cette façon, peuvent perturber les résultats parce que le type EDTA est utilisé pour l'EPNS, la formule. La numérisation des formules sanguines, il répète la concentration de l'EDTA à 2 mg par millilitre, peut perturber le résultat de l'EPNS. L'additif utilisé, c'est le DTA. L'action, le mode d'action de l'EDTA, c'est un chélateur de calcium. Maintenant, qui la coagulation naturelle, l'activation de coagulation, puis le voie intrinsèque et le voie extrinsèque, après une cascade d'activation des différents facteurs de coagulation, en présence de calcium. Il y a le type de prélèvement. S'il y a le DTA dans un type de prélèvement en présence de sang, ça sera une captive de calcium par le DTA. Et par cette façon, on peut stopper ou s'arrêter la coagulation. Ou le sang prélevé de le type de DTA coule un sang non coagulé, anticoagulé.
Parce que là, le DTIA, le mode d'action de la DTIA va capter le calcium irréversiblement. C'est-à-dire, il va capter le calcium par la molécule de DTIA, ça y est, c'est lié irréversiblement, l'action irréversible. Maintenant, immédiatement après le prélèvement, inverser doucement le type de DTIA à DNF à des fois. Maintenant, il faut inversement de type, mélanger le sang avec l'anticoagulant, mais doucement, faites attention. Ce n'est pas de façon rapide, parce qu'il va dire que le retournement de type de façon rapide, il peut provoquer l'hémolyse, l'éclatement des globules rouges. Donc, inverser doucement le type, mélanger le sang avec l'anticoagulant 9 à 10 fois. Le domaine d'application, le type de DTIA, il est le sang plus l'anticoagulant DTIA, on peut doser, par exemple, la FNS, on peut faire la FNS, on peut faire l'analyse de l'HbA1c, la glycémie de 3 mois. On peut faire le groupage sanguin à partir de le type de DTIA, à partir du sang total. Mais après la centrifugation de type DTIA, on obtient un plasma. À partir du plasma DTIA, on peut doser la CTH, l'ammonium, etc. Pas de doser le calcium, s'il vous plaît. Il y a un type DTIA où le patient a un bilan de dosage de calcium, c'est interdit de doser le calcium à partir de type DTIA. Parce que le calcium déjà capté par le DTIA, ça sera l'abaissement de la concentration de calcium dans le type DTIA. Donc, pas de doser le calcium à partir du type DTIA. Le type DTIA inhibe aussi le phosphatase alcaline, le réactif, le DTIA, provoque ou inhibe la phosphatase alcaline, la bilirubine, la créatine kinase. Donc, si vous avez un bilan de doser la bilirubine, c'est interdit de faire le bilan à partir du type DTIA. ما تقدرش تدوزي la bilirubine, la créatine kinase, la phosphatase alcaline, le calcium, le type DTIA. Provoquant parfois une agglutination in vitro des plaquettes. Le type DTIA aussi, ou la réactif DTIA, peut provoquer, في le tube, une agglutination des plaquettes, ce qu'on appelle le pseudothrombopénie. Le pseudothrombopénie, il y a l'agglutination des plaquettes, mais in vitro, stratifiture, c'est pas in vivo. يعني اللي هنا لما تصل البسودوثرومبوبيني c'est à cause de quoi? Le problème sera le DTIA, c'est pas à cause d'une maladie ou une maladie. Donc là, la numérotation plaquetaire peut être contrôlée sur un autre type. Le type citrate de sodium et c'est pas le type DTIA. Et le coup, tu vas dire la numérotation plaquetaire, de préférence de faire la numérotation plaquetaire à partir du type citrate de sodium, c'est pas à partir du type DTIA. On passe au deuxième anticoagulant utilisé, c'est le citrate de sodium à 3,2%. Le citrate de sodium, le type normalement il compte de bouchon bleu, la couleur de bouchon, c'est bleu. Le mode d'action de citrate de sodium, c'est un chelateur de calcium, comme le DTIA, mais l'action réversible. Chelateur de calcium, mais l'action réversible. Voilà le citrate de sodium. Le citrate de sodium, voilà une molécule de citrate de sodium. Voilà la deuxième molécule. Donc, les deux molécules vont capter ou chelater les ions de calcium. Mais il y a la liaison réversible. Ce n'est pas irréversible comme le DTIA. Donc, inverser doucement aussi le type de citrate au moins 5 fois, immédiatement après le prélèvement, pour mélanger le sang avec le citrate de sodium ou l'anticoagulant utilisé dans le tube. La centrifugation aussi immédiate, possible, et dans les 2 heures.
la centrifugation de citrate de sodium immédiatement juste après le prélèvement. Ou pendant les 2 heures après le prélèvement. Ne dépasse pas 2 heures. L'usage de citrate de sodium. Le dosage, on peut doser quelques paramètres à partir du type citrate de sodium. Le plasma citraté, par exemple le test de coagulation, l'hémostase, typé, fibrinogène, les antithrombines 3. Donc, tous les tests ou toutes les analyses qui dosaient les facteurs de coagulation ou l'hémostase, ça se fait à partir plasma citraté. À condition citrate de sodium à concentration 3,2%. Faites attention. Le son total citraté, le son total, ce n'est pas le plasma, mais le son total citraté, on peut faire l'analyse de VS, la vitesse de sédimentation. Ne peut pas être utilisé le type citrate de sodium pour doser le sodium. Jamais. Maintenir, une remarque, le bon rapport entre le sang et l'anticoagulant pour l'échantillon de citrate, qui doit être un volume de l'anticoagulant plus 9 volumes de le sang prélevé. Il a dit tout le prélèvement de sang. Il faut mélanger un volume de citrate, l'anticoagulant citrate de sodium, avec 9 volumes de sang. Il faut respecter le rapport sang anticoagulant. Il manque, parce que manque de citrate dans l'échantillon, et lequel le volume de l'anticoagulant inférieur au sang ajouté entraîne quoi? La formation des microcoagulants. Il va se rendre les microcoagulants ou le déclenchement de la coagulation, ils s'interfèrent sur les résultats des analyses de coagulation. Parce que sera la coagulation, c'est à cause de quoi? Il manque de volume ou l'anticoagulant de citrate. Donc, il y a une perturbation qui est les résultats de l'hémostase. Soit un excès, si on ajoute maintenant 2 volumes de citrate pour 9 volumes de le sang. Il y a un excès de citrate. Et ça peut entraîner une distorsion des résultats d'analyse liés à la fixation de calcium. Ça sera la fixation de calcium, pris de calcium par les citrates de sodium, où on peut provoquer des résultats perturbés sur les typés, les fibrinogènes, en général ce qu'on appelle l'hémostase. Le quatrième ou troisième, l'anticoagulant utilisé dans les analyses, c'est l'héparine. L'héparine, le type de l'héparine est de couleur, le bouchon de couleur vert. L'héparine ou le sel de l'héparine, le sel de lithium, pardon. Et parfois, on utilise le sel de sodium ou d'ammonium. Donc, il y a 3 types de réactifs d'héparine utilisés. Il y a l'héparine sous forme sel de lithium, il y a le sel de sodium, il y a le sel d'ammonium, l'héparine d'ammonium. Le sel de lithium, il est plus utilisé. À concentration 0,2, il ne dépasse pas 0,5 mg par millilitre de sang. L'héparine favorise quoi? Le mode d'action de l'héparine. Inhibition des facteurs 10, le facteur de coagulation 10A, par l'augmentation de l'activité inhibitrice de l'antithrombine 3. Donc, le mode d'action de l'héparine va activer, va augmenter l'activité inhibitrice de l'antithrombine 3 et l'antithrombine 3 va inhiber le facteur de coagulation 10. Et par cette façon, on peut bloquer la coagulation. Et aussi l'héparine inhibe l'activité de thrombine, le facteur de A. Donc voilà, le mode d'action de l'héparine, soit il y a l'antithrombine 3, augmente l'activité inhibitrice de l'antithrombine 3, ou l'antithrombine 3 va inhiber le facteur 10, ou le l'inhibition de facteur 10, il n'y a pas la formation ou l'activation de la prothrombine. Donc, on peut stopper
la production de la fibrine, donc de s'arrêter la coagulation. Et aussi l'héparine inhibe la thrombine, ici. Inhibe la thrombine, parce que la thrombine qui va activer la formation des fibrines à partir de fibrinogènes. Et par cette façon, on peut aussi arrêter ou stopper la coagulation. C'est ça le mode d'action de l'héparine sur la coagulation. Donc, après l'ajout de l'héparine, on obtient un sang non coagulé. Le sel de lithium, l'utilisation de type hépariné, le sel de lithium ne dosez jamais le lithium à partir du sel de lithium. Les sels d'ammonium aussi. Si vous avez utilisé l'héparine d'ammonium, jamais de doser l'ammonium à partir de type sel d'ammonium. Et l'anticoagulant sel d'ammonium, on ne peut pas doser l'ammonium. Et aussi le sel de lithium, on ne peut pas doser le lithium. Parce que tout ça, l'augmentation, le lithium sérique ou la plasmatique, après l'ajout de l'anticoagulant, il fait l'augmentation de lithium. Donc, ça fait un défaut résultat. Donc, ni pour le dosage de l'éré, l'ammonium aussi. Il y a l'héparine ou un sel d'ammonium, on ne peut pas doser ni l'ammonium ni l'éré. Le dosage, le type hépariné, utilisé pour le dosage, le plasma hépariné, ionogramme, le bilan rénal, le bilan hépatique, le bilan pancréatique, glycidique, protéique, lipidique, etc. La biochimie en général. La biochimie, quel que soit le bilan lipidique, hépatique, rénal, ionogramme, le bilan protéique, le dosage de ces paramètres à partir du plasma hépariné. Le troisième, le dernier additif, l'anticoagulant, les additifs ajoutés au type de prélèvement, c'est l'inhibiteur de la glycolyse. L'inhibiteur de la glycolyse, comme le fluorure de sodium, le mono ou le monoacétate. Le type est de couleur, le bouchon de couleur grise, gris. Le type est de couleur gris. Donc, le type contient le fluorure de sodium ou le monoacétate. Deux réactifs plus le DTA. Fait un anticoagulant, le DTA, plus fluorure de sodium ou le monoacétate. L'utilisation de ce type. Pourquoi on ajoute le fluorure de sodium ou le monoacétate? Utilisé pour les prélèvements destinés à la mesure de la glycémie et le lactate. Le type utilisé pour faire les deux bilans, soit pour doser la glycémie, le glucose sanguin, soit pour doser le lactate. Si le prélèvement ne peut pas être traité dans l'heure qui suit le recueil, on peut doser la glycémie ou le lactate à partir de type hépariné. À condition, si le dosage se fait juste après le prélèvement, après une heure après le prélèvement. On peut doser, par exemple, la glycémie ou le lactate après une heure qui suit le recueil de sang. Maintenant, il faut faire le prélèvement de sang dans un type contient le fluorure de sodium ou le monoacétate. Ce n'est pas un type hépariné. Les deux paramètres, la glycémie et le lactate. Pourquoi la glycémie et le lactate à partir des types contient le fluorure de sodium ou le monoacétate et ce n'est pas l'hépariné. Parce que le sang est prélevé après un certain temps. Il a dit le prélèvement du type hépariné, ou le dosage juste après le prélèvement. Le contact entre le plasma qui contient le glucose et les cellules sanguines. Les cellules sanguines qui ont le sang prélevé, ce sont des cellules vivantes. Ou les cellules vivantes ont besoin de l'énergie.
والانرجي هذه من وين تجي؟ من الجليكوز بلازماتيك، الجليكوز اللي كاين في البلازما. دونك اذا حطينا ان تيب ايباريني ابري ان سيغتان طون 2 جور 3 جور 4 اور وما درناش لو دوزاج دو لا غليسيمي ولا اللاكتات، تصرى لا كونسوماسيون دو غليكوز par les cellules sanguines, comme les globules rouges ou les globules blancs, vont consommer le glucose sanguin. Et par cette façon, ça sera une hypoglycémie. Yani, نقصان في le glucose في le sang, c'est à cause de quoi? C'est pas une maladie ou la pathologie, mais c'est à cause de la consommation de glucose par les cellules sanguines. C'est pour ça, de préférence, de doser la glycémie et le lactate à partir d'un type de fluorure de sodium ou de monoacétate. Parce que les deux ont une mode d'action. Par exemple, le l'ion fluorure inhibe une enzyme de la glycolyse, l'ondolase, alors que le monoiodoacétate agit sur les glycéraldéhydes 3-phosphate déshydrogénase. C'est le glycérine في البلازما. Parce que la présence de fluorure de sodium de le sang va bloquer l'enzyme numéro 9 ici, اللي هو l'ondolase. إذا خدمتوا بالمونوأسيتات aussi, le monoacétate va bloquer la glycolyse par l'inhibition de l'enzyme numéro 6, le glycéraldéhyde 3-phosphate deshydrogénase. Et par cette façon, on peut garder le taux exact de glucose dans le plasma. Donc, ça a changement puis le taux de glucose plasmatique si on utilise le fluorure de sodium ou le monoacétate. Parce que les cellules sanguines là, ne peuvent pas utiliser le glucose comme source d'énergie parce qu'il y a deux enzymes vont bloquer par ces deux réactifs. C'est pour ça, de préférence, d'utiliser l'un de ces deux réactifs pour doser la glycémie ou lactate. Donc, par cette façon, il est 2 heures. Déjà, l'après-midi, à 2h18, on s'arrête ici. C'est bon? Si vous avez des questions, les filles. Madame, le type, madame, on dirait. Pardonnez-moi. Une minute, pas. Ok. Allô? Oui, madame. Madame, Oui? madame كيفاش يمشي التيبي دوكا؟ حنديرو تيبي اليوم. Oui, typé la semaine prochaine, les filles. وي. وكيفاه راح يكون التيبي؟ التيبي باسكو انا خليته لا سيمين بروشين. وي. باسكو المشكل حطيت لكم لو بروتوكول دو تيبي جيست نورمالمون ايير. C'est pour ça que vous avez le temps pour bien lire le protocole. Normalement, c'est théorique. Théorique 100%. Là, on va voir une vidéo pas plus pour expliquer les différentes étapes de prélèvement. Ok, une partie. La semaine dernière, il y a quelques remarques. Le fichier TBLTP. Je vais envoyer la partie manquante. Il y a la partie NAXA.
petite partie, quelques remarques, تبع les typés. La semaine prochaine, on va faire, Inch'Allah, le typé. On va faire une explication. On a fait sur le vidéo, on explique les différentes étapes de prélèvement sanguin. Et je vous donne quelques remarques et quelques conseils. On va avoir quelques questions. Les questions avec se forment des comptes rendus qui m'a les types normales. Chaque groupe, diviser le groupe en 4 sous-groupes ou les 5 sous-groupes. Et chaque sous-groupe il y a le compte rendu par mail. Voilà, il y a tous les comptes rendus. Mardi combien de délai. Après مثلا un délai de 24 heures ولا نقول لكم سي بون après 24 heures نعطيكم واحد 24 heures تخدموا لي الكونت روندو تبعثوه بار ميل. هذا لو تي بي هذا لو تي بي انا في 22 بن عبد ثم مانيش حاضر كلها. شوفوا معايا هي كاينه ميثود فاسيل بور ديبوزي لو كونت روندو. تقدروا تدخلوا الموديل بس احنا كريي لكم اسباس في الموديل. اسباس يقول لك ديبوزي ايسي لو دوفوار. في ديبوزي ايسي لو دوفوار وتلقاو فلاش لهنا لازمك تدخل للبلاتفورم وتفوت للكور تاعي لاناليز بيوشيميك ميديكال في لاباج تاعي تاع لو كور تلقى هذاك ديبوزي ايسي لو دوفوار وديبوزي ثم الكونت روندي تاعك. سي ميو دو بريفيرونس نخدموا بهذه لا ميثود باسكو باش تبعث لي بار ميل يوصلوني مانيش عارفه دي سونتين دي ميساج فريمون سي ترو ديفيسيل. مدام باش نعاود انا ريكيبيري الكونت روندي. وي مدام كنزة دقيقة مدام وين نسمع مدام علاش ما نديروش لي كونت روندي ونحطوهم في الجامعة أنا نحطهم في الجامعة. واش نقول لكم لي كونت روندي ديجا حنا رانا نجو 3 أيام تما عندنا 3 واللي 4 واللي 5 مقراوش. نجمل انايا لي كونت Madame, روندي les comptes rendus forme électronique, je pense, frère. دو فورم الكترونيك هذه كلها على جال الكوفيد 19. ايه سي بور سا هي سوبر سي بور الكترونيك سي بس هكا باش تبعثوهولي بار ميل اشاك فوا يوصل ميساج بار ميل لهنا يقول ايفيتي برك انه ننسى باغ اكزومبل ما شفتش ميساج تاع واحد من لي سو جروب ايتترا نيسيي نكتب لكم في البلاتفورم موديل كاينه واحد لاكتيفيتي ولا جو بونس ايتيكات ليسونسيال لهنا ديبوزي فيها لو دوفوار ديبوزي لو دوفوار il s'appelle déposer le devoir تكليكي برك وديبوزي كما الفيشي تاعك بار سيت فاسون يدخل لك شكون لو سو جروب يحط لو دوفوار ولا الكونت روندي تاعو. داكور ليسونسياليتي نخلوه لا سومين بروشين ولا خليتو لا سومين بروشين نكمل لكم كيلكو رومارك برك في لو تي بي. اقراو مليح لو بروتوكول سي ترو ديفيسيل دو فير لو تي بي اونلاين بصح واش عندنا نخدموه لو تي بي نهزو لو بروتوكول ولا لو تي بي. Je vais expliquer toutes les étapes que le type ونشوفوا le vidéo وبعد نبوز عليكم quelques questions. تبعتوهم لي sous forme fichier Word répondez à les questions تبعتوهم لي sous forme fichier Word في البلاتفورم موديل. مادام نقسموا رواحنا سو جروب chaque groupe. Donc أنا normalement je suis chargée de typer de modèle biopharmaco. Les types de biopharmaco, normalement, les 6 groupes. Normalement, vous êtes 6 groupes. Oui, oui, madame. 6 groupes. Je ne sais pas exactement quel groupe عندي. L'essentiel, أنا كي نكون معكم في les types de biopharmaco, نعطيكم chaque groupe وشكون هما لي سو جروب. من بعد انا اللي نديفيزيكم شاك جروب ونبدا نديفيزيه اون 4 سو جروب باسكو il y a des exposés. بعد لي دو تيبي هذم كاين دي زيكسبوزي. لي زيكسبوزي لا سيمين بروشين نعطيكم لي تيب دو لي زيكسبوزي ونعطيكم شاك سو جروب ندير تيراج او سور. انا اللي نخدم تيراج او سور
chaque sous-groupe est comme exposé. Parce que les exposés, c'est la présentation après le deuxième type. Le premier type sur le prélèvement sanguin, le deuxième type sur la préparation d'une suspension sanguine, plus le groupage sanguin, à le deuxième type, le groupage sanguin est préparé, comment préparer une suspension sanguine. Les autres types, ce sont des exposés. مادام في بريزونطاسيون ولا نبعثوهم بالضبط؟ الليله الاكسبوزي في الكانفا المود ديفالياسيون ان شاء الله اذا قدرت غدوه لو ماردي ولا لو جودي وي لو ديفالياسيون اون ديماند وي اللي هو 40% و 60% ليكزامان فينال نافيشي لكم في الكانفا واش يقول لك في المود ديفالياسيون في التي بي عندكم نوت سير l'exposé ou la présentation ou non c'est le manuscrit. مادام لا بريزونطاسيون ما نقدرش نسجلوها كوم ان فيديو نبعثوها لك. سمحي لي نزهه سا سفي كومون عندنا دي بروبليم ولا لانه ابري لا بريزونطاسيون نورمالمون كاين اكزامان دو تي بي. ليكزامان دو تي بي هذه تكون على لو تي بي 1 اللي هو البريليفمون سانغان على تي بي 2 le groupage sanguin plus la suspension sanguine, sur quelques exposés. كاينين des exposés parce que les exposés ماشي هما ما تخلعوش مش exposé في introduction في 20 باج نو ان شاء الله cette année غادي تستخدم كون فيش تكنيك لا فيش تكنيك فيها introduction نافيشي لكم في الطابلو دافيشاج فما في الحاجب نافيشي لكم موديل حتى كيفاش تخدموا ليكسبوزي هذا هو فيش تكنيك يهمني l'essentiel كاينه quelques points يهموني le principe, le résultat obtenu, l'interprétation parce que l'exposé ce sont des analyses. D'accord? Par exemple le bilan hépatique ou le dosage de TSH ça ما يتخدموش comme exposé في 20 pages 10 pages non يتخدم comme fiche technique. هذه ان شاء الله لا semaine هذه j'essaie d'afficher la semaine, cette semaine, le mode d'évaluation, modèle, comment faire la fiche technique, on a fait comme le modèle, ou on a affiché comme les sous-groupes, on a affiché comme les sous-groupes, parce que je vais vous des problèmes. Chaque groupe, on a des sous-groupes, et il y a l'exposé ou il y a les comptes rendus. Oui. C'est bon? Oui, madame. Oui, madame. مدام شوفوا autre point oui لبنى مدام اللي غادي اكسبوزي تبديهم لنا نتيا ولا نحوش نديروهم من عندنا؟ لا لا اللي كان نبهو لكم ندير لكم تيراج صور تيراج أوكي، صور واصلة. نخدمو في لا سيونس دو تي بي دو فارماكو فما نخدم لكم تيراج صور شاك جروب نخدم له تيراج صور تاعو ويدي شاك سو جروب يدي لو تيم تاعو نعطيكم واحد 2 سيمان ان شاء الله 2 سيمان البيريود اللي تخدموا فيها لا فيش تكنيك ولا بريزونطاسيون اوسي. Est-ce que vous Oui, avez madame. des questions sur la partie présentée sur le premier cours, le prélèvement sanguin, les conditions de faire un prélèvement acceptable? Oui? Tout est clair? Oui, madame. Oui. Le mode d'action des anticoagulants, Oui, madame. le citrate, le mode d'action du citrate, de l'Editia, de l'héparine. Oui. Oui, madame. Et donc, j'ai une question. Essayez de répondre à cette question. D'accord? Normalement, le Vitia et le citrate de sodium, les deux anticoagulants, vont bloquer, vont capter le mode d'action, les deux anticoagulants citrate et le Vitia, vont capter ou chilater les ions de calcium.
بصح كي نترجعوا لي زاناليز ولا l'utilisation عندنا le DTA utilisé pour doser par exemple l'HB, l'HBNC, le groupage sanguin. On peut faire l'FNS à partir du type EDTA. Les analyses de l'hémostase, on a par exemple le dosage de facteurs, les anticoagulants, on a le type P, les autres facteurs de coagulation, l'hémostase en général, les facteurs l'eutrophie, l'hémostase, la coagulation, le dosage de ces facteurs se fait obligatoirement. C'est obligatoire de faire le dosage à partir du type citrate. Ce n'est pas le DTA. Malgré les deux, ont le même mode d'action. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut doser les facteurs de coagulation, le type P, à partir du type EDTA? Si oui, justifié. Sinon, justifié aussi. Donc, nous contrôlons les détails un peu. Et tu vois le mode d'action de chaque anticoagulant ou les analyses ou les paramètres à doser. لازمك تعرفوا عليه les paramètres à doser من هذا التيب ou ça ne marche pas avec l'autre tube. Madame, qui peut expliquer la différence ou qui peut répondre à cette question? Vous avez vu? Oui? Oui? Le DTA, madame. Les anticoagulants recommandés pour la mesure de la FNS. In vitro, madame. Parfois, une agglutination sera in vitro des plaquettes. Et in vitro. ماناش in vivo. Ça y est, le sang a fait le type. Le dosage sera in vitro. بصح l'utilisation des anticoagulants هو l'objectif تاع l'anticoagulant. La séance prochaine, نشوفوا pourquoi on utilise les anticoagulants. Parmi les objectifs, c'est pour garder le sang natif qui m'a fait in vivo. Le sang théoriquement, oui. Oui. ما نديروش سنتريفيغاسيون قصدك. شوفوا معايا كي نديروا البريليفمون هذه لو سون هذا وين غتحطوه في دي تيوب. Il y a des tubes فيه l'anticoagulant. Il y a des tubes, la semaine prochaine نشوفوا فيهم des autres additifs. C'est pas anticoagulant, بصح فيهم des additifs. اللي هما les additifs activer la coagulation. Il y a des types sans additifs, mais ni anticoagulant ni activateur de coagulation. Donc, l'anticoagulant est utilisé pour garder le sang à l'état naturel, qui me fait le vaisseau sanguin. كاين le sang في الvaisseau sanguin, ما صارتش coagulation, ما كاينش بريش فاسكولير باش تصرى له coagulation. كاين سون نورمال تكون نورمال. حنا كي درنا البريليفمون نزربو نحطو في تيب فيه لونتيكواغيلون باش نغارديوه سو فورم كيما كان في الفيسو سونغان. L'ajout de l'anticoagulant, c'est pour arrêter la coagulation. Nous شفتوا la coagulation, il va déclencher la coagulation effective, mais quand je fais anticoagulant, ça sera la consommation de quoi? De plusieurs molécules. اللي هما عندنا الفيبرينوجين يرجع فيبرين ويصرى فورماسيون دو كواغيلون. هذا بعد ابري لا سونتريفيغاسيون تعطينا سيروم سي با بلاسما. كيما نزيدوش لونتي كواغيلون. دوزيام شوز تصرى كونسوماسيون دو غليكوز باسكو الكواغيلاسيون هذه هي عباره عن بروسيسوس. دونك هذا البروسيسوس ولا الفينومين ا بوزوان اون انرجي. الانرجي من وين تجي؟ تجي من الكونسوماسيون دو غليكوز. Il y a des métabolites, تصرى كاينه des molécules تصرى لها consommation وكاين دي ديشي. La consommation تاع الموليكول تخرج لنا دي ديشي لاكتات
le phosphore, etc. Donc, il a mis l'anticoagulant, ça sera changement de les constituants de le sang. Il y a un changement في les constituants de sang, وتعطيك صح un sang صح ماهوش كيما l'état naturel. Parce que كاين كيما الفيبرينوجين يرجع فيبرين. شوية un peu consommé, etc. هذه la différence بين type في anticoagulant ou type sans anticoagulant. D'accord? Ou le type d'anticoagulant, il y a un sérum, un plasma, pardon. Après la centrifugation, il y a un plasma. Parce que le plasma, il a tous les constituants du sang ne sont pas modifiés, intacts. ما صارتش coagulation, ما صارتش modification. كأنك كيما كان في le vaisseau sanguin, في la veine. Alors que le type sec, اللي ما فيش anticoagulant, ça sera modification ويعطيك سيروم. لو سيروم هو عبارة عن بلازما بصح مش ناقص فيها الفيبرينوجين. ما فيهاش فيبرينوجين. ما فيهاش لي فاكتور دو كواغيلاسيون. صراتي صرات لا كواغيلاسيون ولا لا؟ نقص الجليكوز، زاد الفوسفور، زاد اللاكتات. دونك هي بلازما موديفيي السيروم. هذه لو بوان. نرجع لا كيسيون تاعي. لا كيسيون nous avons في l'anticoagulant utilisé, le DTA, le citrate, il y a l'anticoagulant héparine, et l'anticoagulant fluorure, qui est le bouchon de terre noir ou le gris. Nous avons le DTA parce que il y a des questions, tout est clair, c'est bon à ça. Donc j'ai une question. Il y a le DTA, le citrate de sodium, les deux utilisés comme anticoagulant. Le mode d'action de les deux vont capter, vont chélater, capter le calcium, voilà, capter le calcium. Qui capte le calcium, ça sache la coagulation future. Il y a un facteur de coagulation, mais je ne vais pas dire la coagulation. Je vais vous avec le schéma, le facteur de coagulation. باش يديروا لك لا كواغيلاسيون ديكلونشي لا كواغيلاسيون يحتاجوا دي كومباكتور اللي هما لي كالسيوم وما كاينش لي زيون دو كالسيوم في لو سون باسكو صراتي لهم شيلاسيون تكابتيو بلو ديتيا ولا السيترات صرا لهنا اون بو اريتي ولا ستوبي لا كواغيلاسيون بار لي دو يا اما او ديتيا ولا لو سيترات. Maintenant, l'analyse ou l'utilisation de l'étude, il y a quelqu'un qui labo ou j'ai malade ou dire le prélèvement, dire le type EDTA ou type citrate, citrate de sodium. Un bouchon azrak, citrate, et l'autre bouchon violet, c'est l'EDTA. Alors, on a deux types. Ou on a le type P, ou on a doser les facteurs de coagulation. L'utilisation, le dosage de facteurs de coagulation se fait à partir de type citrate. Et ce n'est pas le type EDTA. Pourquoi? Voilà. Madame. Oui, Romaïsa. Madame, le DTA forme un complexe avec les ions calcium. Mais le citrate consomme le calcium, non? Consomme. On va dire deux formes complexes. Si pas consomme pour l'isiline, c'est mieux. Utiliser consommer pour l'isiline. Faire complexe, réaction chimique pour les réactifs, parce que ce sont des réactifs. On met les deux, inhiber ou capter les ions de calcium. صح ولا لا نخدم انا سيرتو لي زاناليز دو ليموستات لي زاناليز دو ليموستات يسموها تيب بي وانا نشوفوها من بعد في لي زاناليز التيب بي لا ترومبين دوزاج تاع الترومبين لي فاكتور دو كواغيلاسيون الكل يكونوا من السيترات اللي هو الدوزاج 3.2% ما نديروهمش من الفيتيا وكي نرجع للمود داكسيون لي دو elles vont faire la même méthode d'inhibition. ارجعوا لي في البوليكوب
كي تروحوا تشوفوا المود داكسيون تاع شاك انتي كواغيلون يتبع المود داكسيون دو شاك انتي كواغيلون باغ اكزومبل لو ديتيا واش يقول لك لو ديتيا شيلاتور ليزيون دو كالسيوم كملوا مدام par une action irréversible. ما سقسيتونيش معناتها irréversible alors que le citrate capte lésion de calcium l'action réversible لهنا لو مو كلير لهنا هذا هو الاجابه لهنا اذا رحت مثلا شوفوا معايا نتاع الدوزي لي فاكتور دو كواغيلاسيون كي تروح تدوزي لي فاكتور دو كواغيلاسيون معناتها كي تهز لو سون من التيب سيتراتي جو déclencher l'hémostase ولا لا انا نبغي ندير لا كواغيلاسيون انا اللي غنكتيفي لا كواغيلاسيون pour doser par exemple le facteur de le facteur 10 d'accord لهنا غندير لهنا نكتيفي لا كواغيلاسيون in vitro من وين عندي لو سون دو سيترات لو سون اللي كان في تيب سيترات كي نهز لو سون اللي كان في تيب سيترات لو سون هذاك هو السون كيما كان في الفيسو سونغان بس حكينا مشكل كاين معاه رياكتيف اللي هو السيترات دو صوديوم هو يكابتيفي الكالسيوم واش نروح ندير قبل ما نديكلونشي انا لا كواغيلاسيون باسكو هما هذا من الدوزاج تاع لي فاكتور دو كواغيلاسيون لازم نديكلونشي لا كواغيلاسيون ان فيترو قبل ما تصل لا رياكسيون كي تدخلوا لي ديتاي تاع لي زاناليز يزيدوا في الرياكتيف باش يدوزيو باغ اكزومبل لي تي بي يزيدوا في الرياكتيف ليزيون دو كالسيوم شو هذاك لو سون يهزوا باردون لاسبيكاسيون يهزوا لو بلاسما كي يهزوا لو بلاسما يجبتيو لها الرياكتيف بور دوزي لو تي بي ومعاه لو كالسيوم يعني يزيدوا الكالسيوم للبلاسما ولا يزيدوا الكالسيوم للبلاسما لهنا تفرق لهم رياكسيون ريفرسيبل هذاك السيترات دو صوديوم va libérer les ions de calcium les capter autres molécules يا اما الكالسيوم اللي زدتوه يا اما autres molécules تشبه الكالسيوم ليسونسيال تكون دي كاتيون نديرو رياكسيون هذا دونك هنا لا ليزون ريفرسيبل ويخرجوا لي زيون دو كالسيوم وتصل على كواغيلاسيون وندير لو تيست دو كواغيلاسيون في اللابو نورمال بصح كي نروح نهز لو سون من لو تيب او دي تي ا واش يصرى كي تهزي لو سون لو بلاسما ديري لا سونتريفيغاسيون تهزي لو بلاسما وديغيغ دوزي لان دي فاكتور دو كواغيلاسيون باش ديكلونشي لا كواغيلاسيون ما ديكلونشيش لا كواغيلاسيون جامي لانها اللي تصل لنا الكابتير ولا لا فيكساسيون دو كالسيوم irréversible. Le DTA avec ne se libère pas les ions de calcium. Il y a pas même captine. Donc par cette façon, jamais déclenche la coagulation إذا كان l'anticoagulant هو EDTA. ما نقدرش نديكلونشي la coagulation, on ne peut pas faire l'analyse de coagulation ou de l'hémostase en général. Donc c'est ça la différence entre les deux. D'accord? Donc, faites attention, jamais faire des analyses de l'anticoagulation ou la hémostase à partir de l'EDTA. Parce qu'avec quilateur, les ions de calcium irréversiblement. Ce n'est pas réversible. Madame, oui? J'ai pas compris, madame. Oui, bah, exactement. Fatima, je répète l'explication Fatima. شوفوا معايا كي تشوفوا لي تيب دي زونتيكواغيلون يوتيليزي كاين دي ديفيرون تيب كاين واحد لي كاتر نورمالمون حنا نشوفوا كاتر فيهم انتيكواغيلون لي كاتر هذا وي في لو مود داكسيون مدام تاع l'anticoagulant. هاي لو مود داكسيون chaque anticoagulant a un mode d'action spécifique. L'objectif pour stopper la coagulation. Mais il va déclencher la coagulation, le sang va changer.
le plasma de sang va changer. Ce sera des modifications après la coagulation. Donc, pour garder le sang comme l'état naturel, nous avons l'anticoagulant. Il y a des analyses là, il y a des autres bilans qui nous le type sec. De préférence, c'est obligatoire de lancer la coagulation. On a des facteurs de coagulation, la fibrinogène, les fibrines, parce que ils donnent des résultats, des faux résultats dans les analyses. Donc, les analyses, ils ont la coagulation. Et le mode d'action, le DTA ou l'acétate de sodium, les deux vont capter les ions de calcium. Chaque type est utilisé pour un bilan. Le DTA pour la FNS, etc. Mais le citrate, beaucoup plus. Le citrate marron pour le dosage des facteurs de coagulation, ou là, le TP, ou en général, l'hémostase. Il va considérer le dosage des facteurs de coagulation, ça à partir du type citrate 3,2%. ما تقدر ديريه ني من لو ديتيا ني من لي زوطارتيو. لهنا ليكسبليكاسيون وانا ما نقدروش نديرو من لو ديتيا نديرو من السيترات اكزاكتومون مالغري لي دو عندهم الميم مود داكسيون في زوج يكابتيو لي زيون دو كالسيوم باسكو كي تروحي لو ديتيا يكابتي لي زيون دو كالسيوم ايريفرسيبلمون كان يكابتي لي زيون دو كالسيوم سايي ما يزيدش يليبريها ايريفرسيبل لا ليزون. يعني انت كي تهزي لو ديتيا تيب او ديتيا يديروا لا سونتريفيغاسيون تتحصلي على البلاسما تجيبي لو بلاسما وتروحي باش دوزي لي فاكتور دو كواغيلاسيون. في الدوزاج تاع الفاكتور دو كواغيلاسيون ولا الدوزاج تاع تي بي هذا الاناليز ديكلونشي لازمك ديكلونشي لا كواغيلاسيون وتحسبي الوقت تاع لا كواغيلاسيون شحال. ما ندخلش في البرانسيب تاع الاناليز هذا بصح لازمك ديكلونشي لا كواغيلاسيون. La coagulation ne déclenche pas en absence de ions de calcium. Parce que parmi les cofacteurs, les facteurs de coagulation, on a les ions de calcium. Il y a quelques ions de calcium, mais qu'est-ce qu'est la coagulation? Comment déclencher la coagulation? Les ions de calcium, كل ما تزيدي كل ما يكابتين le DTA. Parce que le DTA ما يطلقش les ions de calcium. Donc ما نقدرش ندير le test de type P ou la coagulation, le plasma EDTA. Alors qu'on peut faire l'analyse de coagulation à partir du plasma citraté, parce que le citrate de sodium a une propriété. Il capte les ions de calcium, mais réversiblement. Réversible. Yani, le citrate de sodium, le plasma citraté وتشديها وديكلونشي لا كواغيلاسيون يكفي انك تزيدي رياكتيف يكون فيه دي زيون هذوك لي زيون سي با دي كاتيون باردون دي كاتيون يا اما كالسيوم بلس يا اما كا بلس انا بلس ليسونسيال هو هذاك السيترات دو صوديوم يدير شونجمون يطلق الكالسيوم ويعاود يكابتي ليون اللي حطيتيها الكاتيون باردون اللي حطيتيها. ولما تصرى ليبيراسيون تاع les ions de calcium, les molécules de calcium, ça sera déclenchement de la coagulation. وتقدري تدوزي لهنا ولا تقدري ديري les analyses de coagulation. Donc faites attention de faire l'analyse à partir du type EDTA pour l'hémostase, pas plus, pour l'hémostase. Donc chaque type qui contient un anticoagulant a des bilans usage, quelques bilans quelques analyses au contraire, il y a des inconvénients quelques paramètres, on ne peut pas les doser à partir de ce type. C'est bon? Ça y est, les filles? Oui, madame, merci. السيترات هنا رميسة ترجع لي زاناليز اللي نخدموهم كيما التيب بي. التيب بي باغ اكزومبل رياكتيف هذاك اللي يخدموا به هذا نرجعوا اون ديتاي في البيلون ليسونسيال رياكتيف لي زيدون في التيب بي كاينه لي زيون دو كالسيوم. لما تلقي لي موليكول دو كالسيوم
le citrate de sodium يقدر انه حتى كي يكارتي ان بو لي موليكول دو كالسيوم بصح كاينه ليبيراسيون كاينه ان ليزون ايريفرسيبل باردون ريفرسيبل يقدر يكارتيها ويقدر يعاود يليبيريها دونك هنا دوزي لاناليز نرجعوا لي تيبي هذه اون اوتر سيونس comment doser comment faire le dosage de type B. L'essentiel, garder l'information que le citrate de sodium capte les ions de calcium réversiblement. Ce n'est pas irréversible. Donc, باش نحتاجوا les ions de calcium في le processus de coagulation, يكفي اني ندخل موليكيل تكون شارجي بوزيتيف وتتفيكسا مع السيترات دو صوديوم. Par cette façon, نقدر نليبيري الكالسيوم وتصل déclenchement de la coagulation. Normalement, j'arrête ici, c'est bon. La prochaine séance, Inch'Allah, le cours de la semaine prochaine, Inch'Allah, ne dépasse pas 1 heure, hein, parce que la première séance, etc. Donc, la semaine prochaine, ne dépasse pas 1 heure, on peut tous les typer. Et typer, la semaine prochaine, il compte tous les groupes. Tous les groupes. Le premier groupe, le dernier groupe. On a fait comme les questions. تبعتوها لي سير تحطوها في البلاتفورم موديل. لا سومين بروشين نحط لكم البوليكوب 2 جور ولا 3 جور ان شاء الله 2 جور ولا 3 جور à l'avance. Il faut réviser un peu, il faut lire bien le polycope وبعدها déposer des questions. باسكو كي ما تقراوش مليح البوليكوب تبعوا معايا ميم في الديابو تكونوا او شون او شويه هذا لي زاناليز بيوشيميك ميديكال الموديل هذا un peu difficile parce que لازم تفهم le principe, les réactions chimiques, etc., le dosage. Donc il faut bien lire les polycopes. وبعدها كي تجيو لهنا la présentation, ندير لكم présentation légère un peu ou nous poser des questions. D'accord? Ça y est? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, la prochaine séance, Inch'Allah. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Ça.